un film qui n'a pas été disponible ni en DVD ni en Blu-ray, un film qui a marqué le collectif vraiment de toute l'industrie montréalaise, une supernova qui est passée trop vite, un talent exemplaire. Je suis curieux de savoir, on va faire un vote à main levée. Combien il y en a parmi vous qui n'ont jamais vu un Sous la nuit ici ce soir? Excellent, on n'a pas fait notre travail pour rien. Vous allez faire une belle découverte, j'en suis certain. Puis pour les autres, j'espère que vous allez revoir ce film-là avec plaisir, avec émotion. Je peux vous garantir que d'ici 1h15, 1h20, tous les nez dans le cinéma vont renifler. C'est correct, on peut pleurer. C'est un film qui passe de la violence à la tendresse. Et puis, n'hésitez pas, laissez sortir vos sentiments, pensez à votre père, c'est correct. Moi, si tout le monde pleure, je vais être heureux. Voilà. Donc, la présentation de ce soir, on travaille en collaboration avec Éléphant et Québécois. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse une bonne main d'applaudissement à Éléphant. On va restaurer ce grand classique. Ça mérite encore. Je vous invite à aller sur leur site internet, illicoelephant.ca, quelque chose comme ça. Allez découvrir, écoutez, c'est plein de grands classiques du cinéma québécois. Des grands classiques, des films qui sont un peu moins classiques. Ça va du documentaire à Renissement, au SMAT, à Gilles Carle, à Jean-Claude Nord. Fermez vos cellulaires, s'il vous plaît. Et pendant le film, textez pas vos amis. Écrivez pas de texto, gardez ça pour après. Soyons en osmose avec le film. C'est un moment important, c'est un moment précieux. Puis je ne voudrais pas que l'émotion soit dérangée par des téléphones qui sonnent. Mettez-vous en mode vibration, s'il vous plaît. Alors oui, voilà, Téléphone, c'est un grand rêve qui est en fait de remettre tout l'ensemble de la filmographie québécoise disponible en ligne, qu'elle soit disponible pour le plus grand vaste public possible. Et si ça se trouve, on va être le premier pays, en supposant que le Québec est un pays, évidemment, on sera le premier pays dont toute l'offre cinématographique sera présente sur un seul complet accessible à tous. Et ça, écoutez, c'est un rêve qui est merveilleux. Et derrière ce rêve-là, il y a un homme, il y a un mécène, et j'aimerais vous le présenter, Pierre-Carl Pénadeau, mesdames et messieurs. Ça me fait extrêmement plaisir, encore une fois cette année, d'être ici au Festival Fantasia. Comme l'a mentionné Marc, ce soir, nous allons assister à la projection de cette version restaurée et numérisée d'un Zoo la nuit. C'est l'histoire d'une relation particulière, houleuse, tumultueuse entre un père et son fils. C'est quelque chose. C'est toujours facile d'avoir des pères larger than life, excusez-moi l'expression. Alors, je suis certain que vous allez avoir beaucoup de plaisir, que ça va vous laisser une trace indélébile dans votre esprit. Comme l'a mentionné Marc, ça me fait extrêmement plaisir d'être ici. Je tiens à le remercier du festival qui, justement, dans une originalité, une audace toute particulière, participe à cette richesse culturelle qui est celle que nous vivons à Montréal, mais que nous vivons aussi au Québec. Et à cet égard, c'est une immense fierté pour Québécois d'avoir été associé, même d'être un peu à l'origine de ce grand projet, cette belle initiative que constitue Éléphant. Un devoir de mémoire, une entreprise comme Québécois, et je pense qu'on doit le dire de plus en plus, les entreprises n'ont pas que des obligations à l'égard de leurs actionnaires, mais elles ont aussi des obligations à l'égard de leur collectivité, à l'égard de leur communauté, des obligations de participer, surtout au Québec, à la continuation de cette richesse culturelle qui s'exprime notamment par le cinéma. Donc, ça nous a fait extrêmement plaisir de contribuer de façon significative à la création de ce projet, au maintien de ce projet, à son développement. Alors, nous parlons, c'est environ 200 films qui sont disponibles sur la plateforme Illico. Et nous faisons aussi un grand honneur de reverser la totalité des profits aux ayants droit, qu'ils soient créateurs ou les différentes associations. Alors,
nous persistons à penser qu'il y aura une très longue vie à Éléphant, tout comme une très longue vie aussi, et j'en profite pour célébrer le 50e anniversaire de la Cinémathèque québécoise, qui elle aussi participe à la pérennité. Participe à la pérennité de cette culture, de cette émanation que constitue le 7e art qui nous est si forte d'illustration, nous est si forte de passion aussi, qui nous permet de nous reconnaître aujourd'hui comme nous sommes reconnus aussi dans les époques précédentes. Je tiens à remercier le conseil d'administration de la Cinémathèque, Charles David, qui en dirige justement les destinées. Encore une fois, à remercier tout le travail de la direction pour assurer, elle aussi, un devoir de mémoire. Alors, merci à tous et à toutes et très belle soirée. Donner le microphone à mon grand ami Claude Fournier, que je tiens aussi à remercier, ainsi que Marie-Josée Raymond et Sylvie Corbeau, qui sont les trois chevilles ouvrières du projet Éléphant, ceux qui consacrent leur vie et leur passion avec une phénoménale détermination à faire de ce que Éléphant est aujourd'hui, c'est-à-dire une belle initiative. Et je tiens aussi à remercier les membres du conseil d'administration, dont André Lin, dont Michel Brault, et puis Rémi Girard, Lucien Bouchard. Merci beaucoup à tous et encore une fois, mon cher Claude. Bonne continuation. Il faut travailler aux côtés de Pierre-Carl Péladeau pour constater que ce n'est pas un personnage ordinaire. Il est homme d'affaires, soit, mais il est aussi philosophe. Il est cultivé, mais il a aussi la détermination d'aider, d'entretenir et de partager la culture. Et c'est un ami que j'aime et que je respecte. Un type qui a souvent des idées de génie. Penser à restaurer et à rendre accessible le cinéma québécois, le faire sur une base philanthropique, n'en retirer aucun bénéfice pécuniaire, c'en était une idée de génie éléphant. Marie-Josée Raymond et moi qui dirigeons ce travail gigantesque, nous voulons te remercier de tout cœur, Pierre-Carl, pour ce que tu as accompli et surtout, nous souhaitons que le milieu du cinéma et des cinéphiles réalisent l'ampleur du cadeau qui leur est fait. Merci également à Sylvie Cordeau, vice-présidente de Québécois Média, notre ange tutélaire. Nous remercions aussi la Cinémathèque québécoise, sans qui notre travail serait encore plus difficile. Et c'est pour ça que ce soir, nous lui remettons quelques documents que nous avons glanés et qui ont rapport à Jean-Claude Lauzon, le réalisateur d'Un jour la nuit. Je demanderai à M. Jean Gagnon, directeur des collections de la Cinémathèque, de venir en avant pour que je lui remette le scénario de Léonard, annoté par Jean-Claude et offert par Mme Caroline Trudel, plusieurs photos originales données par M. André Petrovski, le mentor de Jean-Claude, et par Gaston Lepage, un ami personnel, également un livre de poésie de Jean-Claude présenté par André et Nathalie Petrovski et signé par ce dernier. Bon, tout ça est compris là. André Petrovski. Qui cherchait, qui croyait avoir, qui est sûr d'avoir dans ses affaires le scénario, le dernier scénario définitif de Léolo, de même que le scénario de Pee-Wee. Et je lui ai fait promettre, aussitôt qu'il mettrait la main dessus, de les donner à la Cinémathèque. Aussi, André Petrovski m'avait fait une promesse l'an passé, qui n'a pas tenu encore. Il m'avait promis le pénis de Jean-Claude. Parce que quand Jean-Claude est allé a commencé les Beaux-Arts, il a fait une sculpture, la sculpture d'un pénis, et Petrovski m'avait dit, je vais le donner à la Cinémathèque.
il a changé d'idée parce qu'apparemment, pour le moment, son fils a besoin de ce pénis-là. Donc, quand il pourra s'en passer, j'espère qu'il va lui faire prendre le chemin des collections de la Cinémathèque, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'exhibits de cet acabit. J'inviterai maintenant à vous dire quelques mots, très brefs, à propos de Jean-Claude Lauzon. Les producteurs d'un Zoo la nuit, Pierre Gendron et Roger Frappier, de même que les acteurs Gilles Maheu et Germain Houle. Les connaissant, je sais qu'ils ont des choses probablement très intéressantes à vous dire. Et ensuite, on va voir le film. Est-ce que tu veux au moins nous remercier? Oui, justement, demander la parole pour vous remercier. Remercier la fin, avec qui on collabore quotidiennement, pratiquement. Et puis, les donateurs, bien sûr. Et puis, si on trouve, si un jour on a la famille tennis, on l'exposera fièrement. Merci, d'ailleurs, maintenant, si Roger Frappier et les autres veulent venir sur scène, nous parler de ce réalisateur certainement disparu trop tôt et qui n'a fait que deux films remarquables et que nous avons la chance et les femmes d'avoir restauré, numérisé et rendu accessible désormais pour, on espère, l'éternité. Moi qui ai réalisé la bombe, la queue et les pépins, j'ai sûrement des systèmes à laisser à la Cinémathèque. Bonsoir. Parlant de Gilles Maheu, je dois vous lire le courriel qu'il m'a envoyé. Bonjour Marie-Josée et vous tous. Malheureusement, des raisons médicales m'empêcheront d'être avec vous ce soir. J'en suis navré. Je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée et je penserai à Jean-Claude comme vous tous, soyez-en certains. Bravo encore pour votre travail de préservation du patrimoine cinématographique québécois. Amicalement, Gilles Maheu. À voir le nombre de personnes qui sont ici ce soir, je vous promets de sortir tous mes films qui ne fonctionnent pas chaque matin. Mais Un jeu la nuit a véritablement fonctionné à l'époque où Pierre et moi on l'a fait. Le film a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes et Pierre-Henri Delot nous a dit que le film ouvrirait la quinzaine. C'était l'année après le déclin de l'Empire américain. Pierre et moi, on avait travaillé sur le déclin de l'Empire américain. Et vous savez, à Cannes, il y a à Paris, 4-5 jours avant Cannes, les projections des films qui sont sélectionnés pour les journalistes. Pierre et moi, on était à Paris. Il y avait dans la salle 72 journalistes. Pierre-Henri Delot était là. Et pendant le film, les journalistes sortaient les uns après les autres, en disant à Pierre-Henri, « Mais qu'est-ce que c'est ce film? Mais t'es pas sérieux! » Et à la fin du film, il ne restait que 2 journalistes dans la salle. C'est pas ce que je vous souhaite ce soir, remarquez bien. Mais, et là, Pierre-Henri nous a regardé, Pierre-Henri Delot nous a dit, « Voici à l'époque ce que je sais maintenant, jamais vous n'auriez ouvert la quinzaine, et il est parti. » Alors, Pierre et moi, on est arrivés à Cannes 3 jours plus tard, véritablement l'estomac dans les talons. On s'attendait à recevoir des tomates le soir de l'ouverture. On est arrivé là, dans l'ancien palais. La salle était complètement pleine. Les gens, on les sentait rivés à l'écran. Et 5 minutes avant la fin, on ne sait pas pour quelle raison, le projectionniste a ouvert toutes les lumières dans la salle dans un moment immensément dramatique. Alors on s'est dit, ça va être épouvantable. Il y a eu une ovation de plus de 10 minutes. Les gens étaient debout. Jean-Claude, évidemment, je vous le dis, est venu au monde à ce moment-là. On pouvait voir dans ses yeux tout le travail qu'il avait fait
toute l'énergie, l'émotion qu'il avait mis dans son film, ça lui était rendu par des spectateurs de tous les pays, de toutes les langues. Et à la sortie du grand, ben, c'était pas le Grand Palais, mais c'était l'ancien palais, il y avait 200 personnes qui l'ont entouré sur les marches pendant plus d'1 heure à lui parler. Et le lendemain, il n'a jamais plus été le même. Il était prêt à ramer pour aller à Cannes, mais il a insisté pour venir en première classe. Bon, évidemment, c'était exceptionnel de travailler avec Jean-Claude. Il y avait la vision de sa cinématographie. Il voulait que le film fasse véritablement une marque dans le cinéma québécois. Et Pierre et moi devions travailler avec le budget qu'on avait à l'époque. Mais il faut dire, à l'époque, c'était beaucoup plus facile de produire des films québécois que maintenant. À l'époque, on pouvait passer 20% de notre temps dans le financement et 80% de notre temps sur les plateaux, à travailler avec le réalisateur, les acteurs, à être là. Et maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, on passe 80% de notre temps dans le financement, avec des budgets qu'on n'est même pas capable de financer complètement. On réussit à passer 20% de notre temps sur le plateau. Mais tout ça pour dire que Pierre et moi, on s'est dit qu'il fallait couper une journée de tournage. Puis là, on a regardé l'horaire, puis on s'est dit, mais c'est difficile d'enlever une séquence, mais il y a la séquence de la fête italienne dans le garage qui prend 2 jours. Fait qu'on a dit à Jean-Claude, on ne la coupera pas, mais il faut la faire en une journée. Alors évidemment, vous pouvez imaginer la crise, et il n'y en a pas question. Mais finalement, on était obligé, on n'avait pas les moyens de faire 2 jours. Alors est arrivée cette journée de tournage-là qui était la dernière journée de tournage de notre horaire. Et Jean-Claude, pour nous faire chier, il l'a fait en une demi-journée. Et le midi, il a dit, voilà, c'est fini. Alors, mais comme c'était la dernière journée de tournage, évidemment, ça a été une grande fête dans l'après-midi. Et autant pour Pierre et moi, de toute façon, c'était le début de mon travail et d'amitié avec Pierre. C'était un tournage dont je me souviendrai toute ma vie. Et dans mon esprit à moi, en tant que cinéaste, il y a de grands cinéastes québécois qui ont beaucoup de talent, mais Jean-Claude n'a jamais été remplacé. Et avant de passer la parole à Pierre, j'aimerais inviter 2 grands collaborateurs du film qui sont ici aussi ce soir. Jean Pellevaux, qui en a fait la musique, qui était le compositeur de la musique du film, qui est dans la salle. Jean, viens nous voir. Lorsque Marie-Josée m'a appelé pour m'inviter à cette soirée, je n'étais pas sûr de vouloir y être, pour des raisons émotives. 3 jours avant l'accident de Jean-Claude, je soupais avec Jean-Claude. On était au restaurant ensemble. Il n'allait pas très bien. Il doutait beaucoup de sa continuité dans le cinéma. Il doutait beaucoup de sa capacité. Pour ceux qui ont vu Léodo, vous allez comprendre ce que je dis. Il doutait beaucoup, et ça c'était redondant chez lui. C'était sa marotte de finir comme les membres de sa famille dans un bain de glace. Il avait beaucoup de difficultés à rester les 2 pieds sur terre. Et il avait beaucoup de difficultés à créer aussi. Si vous remarquez, entre Un jour de la nuit et Léodo, il y a quand même 5 ans, la création, la scénarisation était excessivement difficile pour Jean-Claude. Mais si vous avez vu le résultat de ces 2 films, c'est quand même exceptionnel pour un cinéaste. Après 2 films, il a réussi à créer une œuvre, et une œuvre unique au Québec, mais aussi au Canada. Et le Time Magazine, à l'époque de Léodo, avait nommé Léodo le 5e meilleur film au monde. Donc, c'est vrai, comme Roger disait, nous avons perdu une partie de notre cinématographie. Mais ce soir, grâce à Éléphant, vous réussissez à faire revivre la mémoire d'un grand cinéaste.
suis excessivement touché de voir la quantité. Je me disais que peut-être la salle va être à moitié pleine, plutôt qu'à moitié vide. Mais de voir la salle pleine et de voir tant de gens qui n'ont pas vu un jeu de nuit, ça m'amène dans une mémoire affective quand même incroyable. Deux versions différentes, parce que moi aussi, lorsque Marie-Josée a dit et Marc ont dit, ben ça serait le fun, on a le temps de raconter des anecdotes. La première anecdote qui m'est venue en tête, c'est celle que Roger vous a expliquée, mais je vais vous présenter la version 2 de la même anecdote. C'est-à-dire qu'effectivement, Roger et moi, on était à Paris. Effectivement, il y avait un visionnement, et tu corrigeras, Roger, hein? Il y avait un visionnement, et croyez-le ou pas, vous avez deux gars articulés, assez intelligents pour produire l'ozone, pour comprendre sa vision. On est allé brûler des lampions au Sacré-Cœur. Tu t'en souviens, Roger? Tu l'as pas! Oui, regardez. Donc, Roger et moi, UTQ de Montréal, on fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Et à cette époque, la quinzaine des réalisateurs, c'était quand même hyper prestigieux parce que, et la nouvelle vague, parce que le néo-réalisme, parce que des cinéastes comme Wim Wenders avaient passé par la quinzaine des réalisateurs, qui était dans l'ancien palais du festival, où est-ce que là, c'était la mecque du cinéma, comme on l'aime et comme vous tous, vous êtes venus voir ce soir. Donc, on s'en vient, Roger et moi, avec Jean-Claude à Cannes. Je ne me souviens pas du bout des journalistes qui sortaient, mais je me souviens qu'un soir, il y a Jean-Claude, il y a Roger, il y a moi. On est assis dans un endroit qui s'appelle le Carlton, à la terrasse. On est assez fébrile parce que le visionnement a lieu le lendemain. Et là, Pierre-Henri Delot, du haut de ses 5 pieds et 4, vient nous voir tous les trois attablés. Il est 9h, 9h30 soir, il fait chaud, on est assez stressé. Et il nous dit avoir su, je ne vous aurais jamais programmé en ouverture de la quinzaine. C'était un visionnement de presse désastreux, tout le monde a détesté. Donc, Jean-Claude s'est levé tout de suite. Il est parti, on l'a plus revu. Et Roger et moi, les nuits sont magnifiques à Cannes, puisque Roger et moi, on a arpenté la ville toute la nuit, en étant hyper stressés et en sachant que dans un pays comme la France, la Bastille était toujours en opération, et c'est ce qu'on allait faire le lendemain, on s'en est vraiment à l'échafaud. Et comme Roger l'a si bien dit tantôt, écoutez, ça a été un silence d'enfer pendant les 9/10 de la projection. On était assis à l'arrière, tous les trois, et on ne se regardait même pas. On n'osait même pas se regarder entre nous. Jean-Claude est assis entre Roger et moi. Et comme Roger le dit, on ne sait pas ce qui s'est passé. Un ange est passé. Et à partir de ce moment-là, ça a été l'ovation. Et je peux vous dire que le lendemain, à 11h, avait lieu la deuxième projection d'un jeu de la nuit. Il y avait tellement de monde que les pompiers ont été obligés de sortir des gens qui étaient assis dans les allées. D'abord, c'est des pompiers qui s'occupent de la sécurité. Donc, ces gens-là ont été obligés de sortir des spectateurs. Et là, effectivement, Cannes a un avantage et un désavantage. Ça peut mettre au monde d'un cinéaste, ça prend le temps de son film, 90 minutes, mais ça peut aussi le détruire. Dans le cas de Jean-Claude, ça a quand même été incroyable, puisque, après ça, Jean-Claude a connu l'œuvre qu'il a fait avec un jeu de la nuit. Je sais que vous avez envie de voir le film. On a plein d'anecdotes. Un jour, on fera une soirée spéciale d'anecdotes Jean-Claude Lauzon. Roger et moi, avec Jean-Claude Lauzon, en cherchant des coproducteurs à Paris. Et là, les coproducteurs, au lieu de mettre des animaux dans un zoo, et ils voulaient mettre des antilopes, des caribous, des trucs comme ça. Jean-Claude s'est levé, tu t'en souviens, Roger? Il voulait absolument qu'on change les animaux du Québec pour mettre des animaux plus français pour que les Français comprennent le film.
Ça, des comme ça, il y en a pendant des journées de temps. Il y a une journée, on est à l'hôpital. Après ça, je termine. Et Jean-Claude peut tourner à l'hôpital. On est sur l'étage de l'hôpital Notre-Dame. On est sur l'étage du bloc post-opératoire des gens qui ont subi une opération pour la cœur ouvert, pardon. Jean-Claude est chef de délégation. Qui est malade, il n'y en a rien à faire. Et Jean-Claude est un gars de publicité. Autant que Jean-Claude pouvait se transformer en ce que vous voulez pour un client, pour une pub, autant il était excessivement exigeant pour ses films. Et donc là, il a décidé d'aller visiter le bloc opératoire par lui-même, avec son équipe, sans avertir Roger et moi. Tant et si bien qu'en plein après-midi, le directeur de l'hôpital Notre-Dame voulait nous évincer de l'hôpital en plein milieu de tournage. On avait une deuxième journée. Jean-Claude a fait une crise. Il est sorti. Et là, Roger lui dit, écoute, si tu veux, il y a plein d'autres cinéastes qui peuvent te remplacer avec les mêmes initiales que toi. Jean-Claude Lahar. Jean-Claude après. Et en plein milieu que Jean-Claude a la poignée sur la porte pour quitter le plateau à 3h15, lorsque Roger lui dit, regarde, il y a plein de cinéastes qui peuvent te remplacer, il nous a regardé comme ça, il a continué son tournage. Il a dû être 2-3 jours sans nous parler. Comme aussi la journée où Jean-Claude faisait beaucoup d'aviation. Comme vous savez, en production, nous, producteurs, on a le droit de se promener en avion parce qu'on est remplaçable. Les réalisateurs ne sont pas remplaçables. Donc, on avait décidé, Roger et moi, je m'excuse, je t'avais de garantir, d'obliger Jean-Claude Lauzon à ne pas voler. Jean-Claude Lauzon, dans la vie, il avait son avion, il avait la chasse et la pêche. Et ses amis sont ici pour le prouver. Mais de le garantir, c'était incroyable. Et même si on lui expliquait que c'était pour des raisons d'assurance, il ne pouvait plus voler le temps du tournage. Il était quelques jours sans nous parler, sans nous adresser la parole. C'était un repos total pour nous autres. Donc, un grand acteur. Je vais vous présenter Germain, qui est vraiment un magnifique chien sale d'un Zoulani. Germain. C'est des très beaux souvenirs. C'était une époque extraordinaire où il se faisait beaucoup de belles choses. Je suis tellement heureux d'avoir participé à ça. Puis c'est drôle parce que effectivement, Jean-Claude, c'était quelqu'un d'insécure. Puis un insécure, pour que tu le rendes productif, il faut, pour le grandir, il faut qu'il y ait une confrontation. Moi, dans ma grande naïveté, j'étais un peu comme ça aussi, c'est-à-dire que j'aimais confronter le milieu créatif qu'il y avait autour de moi pour qu'on aille le plus loin possible, qu'on cherche. C'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Claude. Puis j'ai eu une première confrontation avec lui, c'était à l'audition. Il me rencontre, on ne se connaissait pas. Puis là, il voulait me faire passer l'audition pour l'autre flic. Puis là, moi, je m'assois et je dis, écoute, tu te trompes. C'est pas ce flic-là que je devrais faire, c'est l'autre. Ben, il dit, c'est celui-là que je t'ai fait auditionner. Ben, j'ai dit, non, ça sert à rien. Je l'auditionnerai pas pour celui-là. C'était de la naïveté, là. Je ne voulais pas être baveux, là, tu sais. Et finalement, j'ai dit, je vais te le faire. J'ai préparé l'audition pour l'autre. Je prépare l'audition pour l'autre. J'ai eu le rôle. Alors, c'était merveilleux, tu sais. Parce qu'en passant, l'autre personnage avait plus de journées de tournage. Mais moi, celui-là me convenait. Mais je pense que de ce côté-là, j'avais un petit peu raison. Puis l'autre affaire, c'est que ma première journée de tournage, on arrive, c'était une scène bien importante. Vous allez voir, dans un entrepôt qui est l'appartement d'une espèce d'énorme loft, qui est l'appartement qu'occupait le personnage principal, qui est joué par Régine Maheu. Et on arrive pour tourner, et là, moi, je vois sa mise en place, je vois la caméra, comment elle était placée, puis là, je dis à Jean-Claude, je dis, mais ça marche pas. Tu vois ça marche pas? Ben, si, c'est parce que là, comme tu nous places,
on bloque tout de suite. Puis j'ai dit, on ne pourra pas faire évoluer la scène parce qu'on va se ramasser dans un coin et on ne pourra pas évoluer. Là, je dis, dans ma grande naïveté, écoute, si tu mets ta caméra là, puis que nous autres, on rentre de ce côté-là, au lieu de rentrer de ce côté-là, puis là, on rentre à l'autre de la fenêtre, je dis, non, c'est mieux qu'on rentre de l'autre bord. Après ça, on va se déplacer le long de la fenêtre. Puis je dis, la caméra a juste à se déplacer comme ça. Puis là, j'ai dit, l'action va bouger, ça va être intéressant. Là, il dit, coudonc, tabarnak, qui c'est qui fait des enseignes ici, là? Je dis, ben non, c'est toi, c'est une suggestion que je fais, là. Mais j'ai dit, comme ça va marcher. Et là, je vois Guy Dufault, qui était le directeur photo, puis il parlait avec Alain Chartrand, puis là, j'entendais Guy Dufault, il faisait, ben oui, c'est là, je m'aperçois que j'avais quelqu'un d'assez important qui était de mon bord. Et finalement, là, il y a eu un petit caucus avec Jean-Claude puis Alain Chartrand, qui était le premier assistant. Et il revient, là, il décide de faire ça finalement. Là, Jean-Claude Lauzon s'en vient, puis là, il me dit, OK, c'est ça qu'on va faire. Mais tabarnak, t'es mieux d'être pas. Ça fait que moi, ça a fait mon affaire. J'avais pas le choix. J'aime ça, moi, quand j'ai pas le choix. Effectivement, on a tourné la scène. J'avais les fesses serrées. J'avais travaillé parce que je suis un gros travailleur. J'étais prêt. Et ça a donné du résultat. Puis ça a été, à partir de ce moment-là, c'est allé tout seul. Puis même après ça, quand on s'est vu pour la post-synchro, Jean-Claude, il me dit, pour me féliciter, c'était un compliment de sa part, il dit, tabarnak, j'ai pas été capable de couper cette scène-là. J'entends par couper, c'est-à-dire la raccourcir, mais la scène était tellement tête que d'un bout à l'autre, elle marchait. Alors, j'étais très content de mon coup. Alors voilà, c'est une anecdote entre autres, mais c'était l'atmosphère qui régnait, mais c'était une atmosphère de travail avec des gens de grand talent. C'était intense, mais c'était merveilleux, parce que ça donnait du résultat. Et je sais, parce que j'ai quand même participé à 2 ou 3 affaires qui ont été assez marquantes. Puis ces climats-là, c'est quelque chose d'assez jouissif. Alors voilà. On pourrait, comme tu viens, on pourrait parler pendant des heures, on va être ici. Je veux juste dire un mot, Spielberg a dit une fois que la différence entre la projection et la vidéo, c'est la différence entre l'émotion et l'information. Alors je suis vraiment très content ce soir qu'on puisse voir le film sur grand écran pour retrouver toute l'émotion que Jean-Claude a voulu mettre dans son film. Bon visionnement. Remarquez sur la fiche de Léolo, c'est écrit, ça c'est une phrase de Jean-Claude, c'est écrit Léolo, 3 petits points, parce que moi, je rêve, 3 petits points. C'était Jean-Claude Lauzon. Merci et bon souvenir. Une dernière fois d'applaudissement pour nos invités spéciaux, M. Cambron, M. Crafty, M. Hood, évidemment M. Mélato, toute l'équipe également. Je souhaite à tous une très bonne progression. Pour ceux qui le voient pour la première fois, bon cinéma. Et pour ceux qui le revoient pour une 2e, 3e, 4e, 5e fois, merci. Bonne soirée!